En fait, à chaque fois que je trouvais des offres, etc., on me demandait 3 à 5 ans d'expérience. Ouais. Que j'ai eu grâce à mon père, encore une fois, qui Ok. connaît tout le monde. Le réseau, le réseau, le Donc, réseau. elles ont envoyé plus de 100 candidatures. Donc, bonjour tout le monde. Nous voici sur un nouvel épisode, une nouvelle discussion que je vais avoir aujourd'hui avec Clémentine. Donc, je remercie Clémentine d'avoir accepté de jouer le jeu, de nous donner, je l'espère, des conseils au cours de l'entretien qui vont permettre peut-être à d'autres personnes d'éviter des erreurs de parcours, mais aussi à d'autres personnes de savoir ce que c'est que le métier qu'elle fait et quels sont les choix qu'elle a dû faire pour en être là. Donc, on va commencer en demandant à Clémentine, s'il te plaît, de te présenter, nous dire qui tu es et éventuellement nous parler de ton parcours. Alors, du coup, je m'appelle Clémentine, j'ai 21 ans et je viens d'intégrer le magasin Cuisinella. Ok. Donc, j'ai eu un bac général et j'ai fait 3 ans dans une école de design graphique. Donc, j'ai un bachelor. Et j'ai déménagé, donc je viens de Bretagne, j'ai déménagé en Alsace. Waouh. Quand même. Et donc il fallait que je trouve du travail le plus rapidement possible et en plus de ça à distance. Donc en gros voilà mon parcours. Ok. En tout cas, c'est un parcours très atypique dans le sens où tu fais tes études en Bretagne et là, tu travailles actuellement en Alsace. Ouais. Ok. Et ça a toujours été un choix de carrière, pardon, c'était planifié le fait de te déplacer ou alors c'est les circonstances qui t'ont conduit à te déplacer? Alors moi j'ai toujours été une personne un peu vagabonde on va dire. Ok, J'ai toujours voulu bouger. d'accord. Je savais que je voulais faire mes études à Rennes et dans une grande ville. Mais moi j'étais ouverte à toutes les possibilités, même si c'était partir à l'étranger, tout ça. Le fait que je sois venue en Alsace, c'était pas du tout planifié, c'est que j'ai rencontré quelqu'un qui est alsacien et Ok. donc je l'ai suivi. Vive l'Alsace. Donc voilà, je me suis retrouvée là. S'il avait été dans la Creuse, je serais allée dans la Creuse. Ok, d'accord. Mais je suis très heureuse d'être ici et voilà. Ok, t'aimes bien l'Alsace? T'as déjà découvert un peu Ouais, j'ai découvert plein de choses, il me reste encore plein de choses à voir. Et puis aussi par rapport au milieu professionnel, parce que j'ai toujours eu aussi en tête le fait d'aller travailler en Suisse. Ok, Et, c'est pas loin. et du coup, du fait d'avoir la proximité de l'Allemagne, la Suisse, tout ça, Exactement. il y a plus d'opportunités de travail qui s'ouvrent aussi quand on est Ah, ah, ici en fait. ok. Et du coup, pour revenir au parcours académique, est-ce que toi, tu avais une stratégie en termes de planification de carrière? Pour le métier que tu allais faire quand tu obtiens ton bac, est-ce que par exemple tu allais voir un conseiller d'orientation? Est-ce que c'est de toi-même que tu as fait tes recherches? Comment ça se passe, toi, le choix et finalement l'obtention de ton diplôme? Comment ça se passe ce parcours-là? Alors, moi personnellement, j'ai encore eu un parcours un peu atypique, c'est que dès la fin du collège, en fait, je savais ce que je voulais faire. Ok, J'ai dit que je voulais aller en école de design, que je voulais travailler soit dans l'architecture d'intérieur, soit la décoration d'intérieur ou justement le graphisme. ok, Et en fait, j'ai trouvé du coup l'école dans laquelle j'ai eu mon diplôme sur internet, tout simplement en posant la question école design d'intérieur ok, Rennes. Je suis tombée sur cette école-là et en fait, moi je suis du coup pas passée par Parcoursup, ok, etc. Parce qu'en plus de ça, c'était une école privée. d'accord. Et donc voilà, je savais que je voulais faire ça et puis je suis tombée dans cette école-là et ça s'est bien passé. Ok. Et en termes de parcours et de stage, d'alternance, c'est un parcours du coup en formation initiale ou alors en alternance déjà le parcours? Alors en fait, moi j'ai fait 1 an de prépa. D'accord. Donc c'est une prépa en art appliqué. Ok. Et ensuite j'avais le choix, soit je partais en design produit et d'intérieur ou en design graphique. Ok. Et en fait, sur ce cursus, cette formation-là de 3 ans, on a 1 à 2 mois de stage à faire au bout de la 2e année. Ok. Par contre, l'alternance, elle allait commencer en fait à partir du master. D'accord. Donc moi j'étais obligée, en fait, j'avais pas de possibilité de faire une alternance pendant les 3 ans d'études que j'ai fait. Ok. Et du coup j'ai fait un stage. Donc compliqué à trouver un C'est vrai? stage. Ok.
Mais j'ai la chance d'avoir un papa qui connaît beaucoup de gens et qui est dans une entreprise assez connue en Bretagne, qui avait un studio graphique. Ok. Donc moi j'ai pas eu de souci à trouver parce que je suis allée d'office dans l'entreprise dans laquelle il travaille dans le studio graphique. Ok. Mais je sais que ça a été dur pour beaucoup de gens. Ok, c'est la raison pour laquelle on parle aussi de ça, de l'importance de l'entourage et du réseau, les personnes autour de vous. Donc pour le cas de Clémentine, son réseau lui a permis de bénéficier rapidement d'un stage, d'une bonne opportunité via son papa. Donc pour d'autres personnes, par exemple, qui n'ont pas eu la chance, je ne sais pas si tu as eu les retours de la part de tes camarades ou de tes collègues à ce moment-là, est-ce que eux, ils ont mis en place peut-être une autre stratégie ou alors toi, qu'est-ce que tu dirais à une personne, par exemple, aujourd'hui qui cherche un stage, qui cherche une alternance, comment il faudrait s'y prendre d'après toi pour trouver facilement un stage ou une alternance? Alors, déjà, je pense qu'il faut quand même différencier le stage et l'alternance parce que c'est vraiment deux choses complètement différentes. Ok. Le stage, dans 99% des cas, va pas être payé parce qu'il faut, je crois, 3 mois Exactement, minimum pour avoir une rémunération. Donc, les entreprises vont forcément être plus ouvertes aux stagiaires qu'aux alternants parce qu'au final, eux, ils ont de la main-d'œuvre en plus et ils ne payent pas. Donc les stages, je pense qu'il faut toquer aux portes, aller au culot, avant établir forcément une liste d'endroits, d'entreprises qui correspondent vraiment à la formation que vous avez, parce que je sais que moi de mon côté il y a beaucoup de stages et d'alternances que j'ai entendus qui ont été refusés par l'école parce que en fait l'intitulé du stage et la fonction ne correspondaient pas au diplôme en fait. Donc ça, il faut faire attention. Après, l'alternance, regardez sur Indeed, il y a beaucoup de possibilités et d'offres. Mais les alternances, c'est vraiment, vraiment difficile. Et il ne faut pas lâcher. Ok. Et est-ce que tu penses qu'il y a un timing à avoir? Est-ce que tu penses qu'il faut commencer la recherche des mois à l'avance? Il faut s'y prendre hyper tôt. Ok. Au moins 6 mois. Ok. Au moins 6 mois à l'avance. Au moins. Si c'est pas 1 an. Et aussi, ce que je voulais dire, moi j'ai des amies à moi qui ont fait une alternance en master. Elles ont envoyé plus de 100 candidatures. Plus de 100. Voilà. Et c'est une réalité et c'est pour tout le monde pareil. Si c'est pas 200 ou 300 candidatures. Dans des villes différentes. Parce que ça c'est important aussi d'établir ses limites en fait. Ouais, exactement. Faire une sorte de cartographie par rapport à sa mobilité. Et ça, c'est sûr que pour les alternances, faut vraiment avoir de la chance de trouver quelque chose en bas de chez soi, quoi. Exactement. Et comme dit, c'est la raison pour laquelle j'ai posé la question par rapport au timing. Souvent, on va attendre 2 semaines avant, mais après, malheureusement, il va être trop tard pour les stages. En sachant que si je dois postuler à 100 entreprises, même si je trouve pas ça normal, le fait de devoir candidater à 200, 300 entreprises avant de trouver une seule expérience. Finalement, toi par exemple pour ton cas, est-ce que c'est des stages qui sont en cohérence par rapport au métier que tu voulais faire? Parce qu'au final, comme tu disais, on va faire des stages par dépit ou par défaut au final. Parce que c'est peut-être pas le stage qu'on voulait, mais bon, c'est la seule entreprise qui a dit oui. Donc, comment faire pour vraiment faire une vraie stratégie pour atteindre son objectif à la fin par rapport au métier? Parce qu'au final, si je viens toquer à la porte d'une entreprise et que l'entreprise me dit oui, mais après tes expériences, elles ne sont pas en corrélation avec ce qu'on fait. Tu vois, c'est pas forcément pertinent de faire les choses dans ce sens-là. Pour toi, est-ce que tous tes stages étaient en cohérence par rapport au métier que tu voulais faire par après? Alors, moi personnellement, oui. Mon stage, donc je l'ai fait dans un studio graphique. Et j'ai fait des vrais projets, on m'a vraiment impliquée dans l'équipe, etc. Et puis j'ai appris plein de choses aussi. Et c'était totalement le métier que je voulais faire. Mais j'ai cherché et avant, je parle de mon cas parce que je parle mieux de mon cas forcément, mais dans le graphisme, il va y avoir, on va dire, 3 possibilités de travail. Ça va être soit en freelance, donc en étant son propre patron, soit travailler dans un studio graphique qui appartient à une entreprise, donc par exemple graphiste chez Cuisinella, soit travailler dans une agence, donc agence de com, agence de pub,
où là, en fait, c'est des dizaines de graphistes qui travaillent, qui répondent à des appels d'offres, etc. Et ça, je pense que c'est important d'établir dès le départ le secteur dans lequel on veut travailler et la branche précise, parce qu'en fait, c'est ça qui va nous donner plus de clés et plus d'expérience aussi, et le plus de réponses possibles sur les questions qu'on se pose. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée dans la voie exacte que je voulais. Et ça m'a beaucoup aidé pour prendre ma décision après. Ok. Et du coup, par rapport à ça, parce que ça se voit que toi, avant de... Je sais pas, tu avais toutes les infos qu'il fallait. Et toutes ces infos-là, c'est toi qui les as eues, alors c'est l'entreprise ou l'école, pardon, qui t'a donné les infos par rapport aux différents débouchés qui découlaient de ta formation à toi. Parce que souvent, on fait des études, on ne sait même pas quel est le métier à proprement parler qu'on va avoir à la fin. Mais toi, de ce que tu me dis, ça se voit que tu savais à peu près quelles sont les alternatives que tu allais avoir à la fin de ton parcours et comment ça se passe. Du coup, est-ce que c'est toi qui as fait les recherches ou alors c'est l'école qui t'a aiguillé ou dirigé Alors, moi déjà, je suis quelqu'un de très curieuse. Ok, Donc, j'étais tout le temps en train de faire des recherches sur Internet et tout pour voir vraiment les différentes... possibilité. Ouais, les différentes possibilités, les différents corps de métier qui est rattaché au monde du graphisme. Ok, Et j'ai bien évidemment demandé à mes profs, j'ai demandé à mon école ce que eux, leur parcours, dans quoi ils ont travaillé, qu'est-ce qui était le mieux payé, je sais pas moi, qui faisait faire le plus d'heures, tout ça. Et je pense que c'est hyper important de se poser ces questions-là avant de chercher son stage ou son alternance, parce qu'en fait c'est une perte de temps d'aller voir quelque chose et de découvrir petit à petit les différents métiers, autant se fixer tout de suite et poser le plus de questions possible aux gens. ok, exactement. Et de ce que je retiens de ce qu'elle dit, c'est n'ayez pas peur de poser des questions, que ce soit aux personnes qui sont autour de vous, que ce soit aux enseignants, mais posez des questions. Parce qu'au final, c'est via ces questions-là qu'elle a pu avoir, après elle va me dire à la fin si ça a été productif pour elle. Mais en tout cas, n'attendez pas que l'info vienne vers vous. Dans tous les cas, ça ne viendra pas. Si en plus vous n'avez pas un bon réseau, vous n'avez pas un bon entourage, c'est mieux, je pense encore une fois, d'aller chercher l'information. C'est pas, il y a deux façons de faire. Soit c'est des personnes autour de vous, soit vraiment, si vous êtes audacieux, vous avez une idée d'entreprise en tête ou alors de métier en tête. N'hésitez pas à aller sur des réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, parler à des personnes qui font ce métier-là. Posez des questions, dans tous les cas, vous ne perdez rien. Comme elle disait tout à l'heure, au culot. Et Oui. souvent, on arrive à avoir des choses au culot, je Il faut pense. tout faire au culot. Tout, et ça touche, les stages, les alternances, mais aussi après les emplois derrière. En tout cas, merci à elle de nous donner du coup ce conseil-là par rapport à ça. Tout à l'heure, tu parlais du réseau Indeed. Je sais pas si, est-ce que tu as déjà entendu parler de LinkedIn? J'ai un compte sur LinkedIn, mais j'avoue que je l'ai pas... Mis à jour? Enfin, je l'ai mis à jour, mais je vois pas l'intérêt de LinkedIn et je comprends pas C'est ce vrai? réseau-là. C'est Ouais. la première fois que, en tout cas, de tous les entretiens que j'ai eu à faire, c'est la première fois que j'entends. Et c'est l'une des. On parle de réseau depuis tout à l'heure. Le réseau, c'est pas uniquement les personnes qui sont autour de nous. Et LinkedIn, l'avantage de LinkedIn, d'après moi, c'est le fait que c'est un réseau qui est vraiment professionnel. Oui, Un réseau qui est professionnel et qui est dédié au travail. exactement et qui permet de filtrer déjà d'autres choses. Mais c'est vraiment dédié au travail. Et très souvent, on ne découvre LinkedIn que après, Tard. exactement, dès qu'on commence l'expérience professionnelle. Toi, du coup, est-ce que pendant ton parcours scolaire, tu en as entendu parler ou pas du tout, ou jamais? Alors si, pas par mes professeurs, mais par mes collègues en fait, Ok. et mes camarades de classe, qui ont tous voulu établir un réseau à travers LinkedIn en même temps, ce qui fait qu'on a eu plein de demandes, on s'est tous demandé, mais en fait je vois pas on n'a pas eu au final de conclusion La pertinence sur, par rapport à ça? voilà, parce qu'en fait on se suit tous, mais vu qu'on est tous au même stade d'étudiants, au final, je vois pas comment on aurait pu avoir des opportunités, tout ça, à ce moment-là. Après, je pense que LinkedIn permet aussi d'avoir
d'autres Des- contacts, de suivre d'autres personnes qui peut-être eux ont plus d'expérience, tout ça, et apprendre d'eux. Exactement. Et l'avantage, c'est le fait que le métier il est vraiment ciblé sur LinkedIn. Mm. En plus, il y a tout le parcours de la personne qui est indiqué sur LinkedIn. Et même à savoir, en fonction, encore une fois, de la spécialisation qu'on va faire, il y a ce qu'on appelle des chasseurs de tête. Des personnes qui vont dans le métier, c'est effectivement de chercher des parcours spécifiques. Donc, ils vont te démarcher, ils vont t'écrire sur LinkedIn et vont chercher à savoir si tu recherches un taf, Mm. un travail. Taf, je dis taf. Travail aussi, ça va. Mais je veux dire, c'est vraiment la première fois. Mais selon toi, est-ce que tu penses que c'est utile comme réseau ou pas du tout? Moi personnellement, je peux pas dire si c'est utile ou pas parce que je l'ai jamais mis à profit en fait. Je j'ai jamais essayé d'en tirer quelque chose parce que j'en ai pas eu l'utilité Ok, moi personnellement. ok. Et j'ai pas eu tant que ça de retour à côté. Autour Donc, de toi par rapport à ça, j'avoue par rapport à que LinkedIn. je peux pas m'avancer sur quelque chose que j'ai pas poussé. À fond. Ok. Et toi, quel est si aujourd'hui tu dois chercher par exemple, d'ailleurs, comment tu décroches toi ton premier emploi? Quelle a été ta méthode pour démarcher les entreprises Alors, moi, du coup, mon premier emploi, un vrai emploi, Ouais. c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Mais avant ça, j'ai fait des emplois saisonniers. Ok, Euh, donc, il y a certains emplois que j'ai eus grâce à mon père, encore une fois, qui Ok. connaît tout le monde. le réseau, le réseau, le Donc, réseau. donc voilà. Mais par contre, un truc intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, je me suis responsabilisée et je me suis dit, un jour, il va falloir que je trouve du travail toute seule. Comme j'avais aussi l'envie de changer de région, de bouger, je savais très bien que le réseau de mon père allait pas pouvoir m'emmener à l'autre bout de la France. Donc je me suis dit autant apprendre moi-même, autant faire les démarches de moi-même pour apprendre après à trouver mon vrai job en fait. Ok, Ce qui fait que j'ai réfléchi déjà à ce que je voulais et ce que je voulais pas. ok, Et surtout ce que je voulais pas. ok. Parce que certes, des fois il faut se forcer, mais quand on va au travail avec la boule en ventre tous les jours et qu'on n'a pas envie de travailler, ça sert à rien. Hmm. Donc autant savoir ce qu'on veut pas. Et à partir de là, moi j'ai réfléchi par rapport à mon secteur où j'habite. J'habite dans une région qui est hyper touristique. Donc je me suis dit, autant aller pousser ce domaine-là parce que je sais qu'ils vont chercher. Parce que l'été, il y a beaucoup de touristes. Déjà, il faut être intelligent sur la façon de se rendre indispensable en fait. Hmm. Et donc j'ai appelé. J'ai regardé au début les offres sur Indeed, tout ça, et honnêtement, j'ai rien trouvé. Ok, Parce que je trouve qu'il est très mal fait aussi, Le ce site. site. ok. Et donc en fait, au culot, encore une fois, j'ai appelé, j'ai demandé s'ils cherchaient des saisonniers. Oui, non, est-ce que je peux avoir un mail? Et en fait, pousser l'information et pousser les gens aussi à donner des contacts. Et ce qui est encore mieux, c'est aller sur place. Ok, Aller sur place avec votre CV. Déjà, moi ça on m'a dit que c'était bien Hmm. parce que tout de suite on se présente, les gens voient à quoi on ressemble, comment on parle, comment Notre personnalité, Ouais, voilà, c'est ce ça. qu'on dégage. Ouais. Et au moins, il y a un premier contact. Si par exemple, vous voulez travailler dans un magasin et que vous déposez un CV, faites le tour du magasin, achetez quelque chose. Ça montre aussi l'intérêt pour intégrer l'entreprise. Ok, donc là, tu nous as dit, je te coupe, hein, tu vas revenir si je Oui, fais une petite boutade avant. Acheter quelque chose, là, tu disais, tu travaillais chez Cuisinella, tu as acheté une cuisine? Non, Ah, ok. c'est pour ça, c'est pour Bien ça que évidemment, je dis c'était bien, juste pour le côté risible, exactement. il faut adapter. Mais moi, là, pour cet été, j'ai travaillé dans un magasin de souvenirs et j'ai acheté un pot de caramel, quoi. Ok, Voilà, mais même si c'est à Cuisinella, faut faire le tour, faut regarder, faut s'intéresser. Je pense que c'est important de montrer qu'on a de l'intérêt aussi pour le milieu dans lequel on veut postuler, quoi. ok. Et du coup, pour revenir à actuellement ton emploi, comment tu le décroches finalement l'emploi? C'est via Indeed. Donc, la première Ouais. étape, tu fais la recherche du coup sur Indeed en tapant Cuisinella, c'est ça? Alors, moi, à la base, je voulais juste pas dépendre de mon copain. Ok, Donc, j'ai dit, je mettrai pas les pieds en Alsace tant que j'ai pas un travail. ok. Et tant que j'ai pas signé quelque chose, parce que pour moi, c'était pas possible de venir sans rien. Hmm.
Donc, j'ai pas eu beaucoup de recherches, hein, j'ai mis Mulhouse, Ok. emploi. Et tout est. Voilà. Et j'ai vu plein de choses et je me suis dit, bon, ça pourrait le faire, ça pourrait le faire. Donc, j'ai déposé des CV, des candidatures, tout ça via l'application Indeed. Ok. Et je suis tombée du coup sur une offre chez Schmitt. Ok. Donc, j'ai postulé et ils m'ont recontacté Ok. pour du coup me proposer une session de recrutement sur place à Mulhouse. D'accord. Bien évidemment, j'étais pas à Mulhouse et j'étais en train de travailler, donc je pouvais pas venir. Du coup, quelqu'un aurait pu être à ma place et dire bon bah tant pis. Et encore une fois le culot, j'ai dit est-ce qu'on peut le faire en visio? Est-ce que je peux avoir un contact par téléphone ou quelque chose pour passer l'entretien? Et ça a marché. On m'a recontacté pour faire un visio. Et puis ensuite, de fil en aiguille, on m'a filé des contacts. On m'a dit, mais en fait, il y a plein de magasins qui cherchent. C'est pas que le magasin Schmitt à Sirens, je crois que c'était. Ouais, c'est ça. C'était Cuisine à Sirens. Et bref, tout ça pour dire que il faut oser et il faut essayer de pousser au plus les gens, en fait. Ok. En tout cas, merci. Et ce que je voulais savoir, c'est quel est le lien entre le graphisme et la vente de cuisine? Est-ce que c'est un choix? Parce que tu nous parlais de stratégie depuis tout à l'heure. Du coup, on en vient au fait que finalement, maintenant, tu travailles dans le domaine de la cuisine. Est-ce que c'est la finalité des études que tu as fait? Est-ce que quand on est graphiste, par exemple, la finalité, c'est d'être concepteur-vendeur du coup de cuisine? Alors non, du coup, Ok. le graphisme, c'est quand même un métier complètement à part de ce que je suis en train de faire, mais il y a quand même ce lien avec la création, avec le fait de faire travailler son imagination pour concevoir des choses. Certes, moi avant je faisais des affiches et des logos, Ok. mais aujourd'hui je conçois des cuisines en fait. Ok. Donc au fond ça reste quand même dans la même trame, même Ah. si c'est pas le métier que je voulais faire à la base. Ok. Mais il y a aussi cette envie que j'ai eue de mettre un pied dans le monde du commerce. Parce que, encore une fois, mon père m'a donné envie. Et je me suis dit... Et puis en fait, il y a aussi un truc, c'est que je trouve que c'est important d'avoir plusieurs cordes à son arc. Ok. Parce que, certes, là, aujourd'hui, j'ai une formation en design graphique. Mais au final, aujourd'hui, je vais aussi être formée sur du commerce, je vais être formée sur d'autres logiciels. Et en fait, on ne sait pas ce qui peut arriver plus tard. Et c'est encore mieux en fait d'avoir plein d'expériences. Exactement, plusieurs compétences. Différentes. Là, tu grandis en termes de compétences. C'est ça. Mais est-ce qu'il y avait est-ce que tu as fait des recherches par rapport à ton domaine, par rapport au graphisme? Est-ce que tu as trouvé des entreprises ou pas du tout? Alors j'ai cherché. Mm. J'ai cherché. Mais j'ai rien trouvé. Non, mais en fait, ce qui est compliqué dans le domaine du graphisme, c'est que à l'école, et puis même en général à l'école, on promet beaucoup de choses, mais en fait, il faut s'informer sur la réalité. Et la réalité, c'est que en fait, le monde du graphisme, il est assez bouché. Et que, en fait, à chaque fois que je trouvais des offres, etc., on me demandait 3 à 5 ans d'expérience. Ouais. Sauf que au bout d'un moment, il faut bien commencer quelque part. Exactement. Et que, encore une fois, c'est important d'y aller au culot et de se présenter. Même quand on demande 3 à 5 ans d'expérience, on sait jamais. Faut quand même oser. Faut quand même oser. Mais moi, ça n'a pas porté fruit. Et qu'est-ce que tu penses de ces entreprises-là qui demandent 3 à 5 ans d'expérience sur un métier? Est-ce que tu penses que c'est justifiable? Est-ce que c'est logique? Est-ce que pour toi c'est normal ou pas du tout? Je pense que il y a des pour et des contre. Il y a des pour dans le sens où j'imagine, je me mets à la place de l'entreprise, ils s'imaginent qu'avoir quelqu'un qui a plus de 3 ans d'expérience va être déjà formé, entre guillemets, et va savoir quoi faire et être autonome tout de suite. Ouais. Sauf que la réalité, c'est que tous les métiers sont différents, même quand c'est dans la même branche. Et que, en fait, je trouve que c'est important de donner la chance aussi aux gens qui n'ont pas forcément d'expérience. Et aussi, c'est peut-être pour ça que ça existe, les périodes d'essai, quoi. Ouais, exactement. Si jamais ça marche pas, mais tant qu'on n'a pas donné la chance à la personne, il peut y avoir quelqu'un qui... Par exemple, moi,
qui sort des études, mais en fait, j'ai aucune expérience, mais je suis hyper motivée. Et mon but, c'est de réussir. Alors qu'il y a quelqu'un qui peut avoir déjà 10 ou 20 ans d'expérience dans les cuisines, par exemple. Au final, il se fait employer, mais en fait, si ça se trouve, le mec, il veut pas tant que Il ça n'est pas autant s'investir. motivé exactement que toi. Voilà. Et je pense que c'est important de donner sa chance aux jeunes, encore plus pour donner aussi un goût de renouveau, en fait. Vu comment le monde va vite aujourd'hui. Ouais. Et d'ailleurs, je souligne un point que tu disais, c'est le fait que souvent, on confond le fait d'être dans une certaine inertie, parce qu'on va parler de 5 ans, de 3 ans d'expérience, mais les gens qui sont souvent dans les mêmes entreprises font souvent la même chose. Et la force de la jeunesse ou alors d'un jeune diplômé, ça va être le fait qu'il va apporter des idées nouvelles. Il va être créateur et comme ça se voit du coup au travers de Clémentine, c'est une personne qui est motivée. Donc est-ce que finalement les compétences techniques, ça ne peut pas s'apprendre? Est-ce que finalement le fait d'analyser un candidat via comment dire, son enthousiasme, sa motivation, sa façon d'être, est-ce que c'est pas un élément qu'on devrait prendre plus en compte que uniquement l'expérience? Comme elle disait, une personne peut être là depuis 10 ans et pourtant elle n'est pas motivée. Mais elle, du coup, en tant que jeune diplômé. D'ailleurs, je vais te poser la question, qu'est-ce que tu penses du fait que on reproche aux jeunes, surtout à la nouvelle génération, de ne pas être suffisamment motivés, de plus vouloir travailler euh, comparé aux anciennes générations, par exemple, qui disaient oui, par exemple, à tout et acceptaient tout. Est-ce que tu es d'accord par rapport à ça, que les jeunes n'ont plus envie de travailler de nos jours? Alors, je pense que c'est bête de dire que les jeunes n'ont plus envie de travailler. Je pense juste qu'il faut aussi vivre avec son temps et que moi, je vois par exemple mes parents, ils n'ont pas le bac. Et mon père, il a arrêté l'école en 5e. Ok. Mais en fait, avant, c'était plus facile, je pense, de trouver du travail. Et il y avait aussi cette différence avec nous, les jeunes, on nous encourage à faire des études, machin. Mais en fait, le truc, c'est qu'on va passer 5 ans en études, ou plus, et que on a investi du temps et des fois aussi de l'argent, parce que les études sont aussi payantes des fois, et que forcément, on nous bourre le crâne avec certaines choses aussi, d'une part, et de deux, sortir de 5 ans d'études dont on t'a promis un salaire, etc., et qu'au final, tu vas dans le monde du travail et qu'on te dit que tu vas être au SMIC, je pense que c'est ça qui joue aussi avec les jeunes, de se dire ouais, mais en fait, je veux gagner plus dès le départ. Il y a ça, je pense, qui joue. Et il y a aussi le fait que... Je sais plus ce que je voulais dire. Le fait que, par exemple, un jeune diplômé qui arrive, il ne va pas forcément accepter Voilà, c'est ça. toutes les situations ou alors, peu importe le métier, il sait sa valeur. C'est ça, en fait. Il a plus envie je sais pas. D'être exploité, en fait. Voilà. Parce que moi, je vois, par exemple, encore une fois, mon père, je parle que de mon père. C'est bien, ça veut dire que ton papa, il a voilà. un bon modèle et un bon exemple pour toi. Il doit faire 60 heures semaine. Ok. Ou 70 heures semaine. Ok. Il a aucune heure sup payée. Ok. Et ça, pour toi, c'est ça, pas... lui, il l'accepte. Ouais. Et je pense que la génération d'aujourd'hui ne veut plus se faire marcher sur les pieds. Et je trouve ça dommage de dire juste qu'ils veulent pas travailler. C'est juste qu'on a des limites et qu'on veut les respecter, contrairement à l'ancienne génération, je pense. Exactement. Et je suis totalement d'accord avec toi. D'autant plus que quand tu regardes, tu analyses finalement quel a été le profit des personnes qui ont autant donné pour des entreprises. Très souvent, c'est pas forcément gagnant-gagnant. Ça veut dire que tu vas pas forcément faire des heures en plus et tu vas avoir un retour sur le temps qui a été donné. C'est aussi pour ça que les jeunes, je pense, aujourd'hui réfléchissent ou alors n'ont pas forcément envie d'accepter un métier, peu importe lequel. Puis, pardon, je Ouais, vas-y. Il y a aussi le fait de beaucoup parler des métiers passion, je trouve. Okay. On en parle beaucoup plus maintenant. Et du fait même de parler de santé mentale, de charge mentale. On en parle beaucoup, ce qui fait que je pense qu'on a... au travail. Voilà, c'est ça. On n'a peut-être pas le dévouement de nos parents, par exemple, qui, eux, pouvaient privilégier leur travail à leur santé mentale
Après, il y a aussi d'autres choses qui jouent. Il y a des gens qui sont carriéristes et qui sont prêts à faire énormément d'heures, payées ou pas. Mais il y a aussi les gens qui privilégient leur vie de famille ou des choses comme ça et qui ont des limites en fait. Il y a plusieurs profils différents, je pense. Ouais. Donc dans tous les cas, peu importe la décision, le choix que vous faites, faites-le en connaissance de cause. Finalement, le fait de se donner corps et âme pour une entreprise, ça peut être bénéfique pour vous si, comme elle disait, vous êtes carriériste. Il n'y a aucun souci, aucune problématique par rapport à ça. Mais de l'autre côté, si vous ne vous sentez pas en accord par rapport à une entreprise et par rapport au fait que vous êtes dans l'obligation de faire beaucoup d'heures ou par exemple donner beaucoup plus qu'il en faut par rapport au retour sur investissement, je ne pense pas qu'on devrait juger des gens par rapport à ça. Par rapport à ça, il faut être fidèle à soi-même, je pense. Et je pense que c'est une bêtise de dire que les jeunes ne veulent pas travailler. Ok, d'accord. Et du coup, tu as souligné un point tout à l'heure par rapport au caractère payant des études. Est-ce que ça a été ton cas? Est-ce que tu as dû payer, par exemple, pour ta formation? Et est-ce que tu juges que par rapport à ce que tu as payé, il y a une cohérence sur ton salaire, sur tes missions que tu as? Est-ce que ça en valait la peine de payer autant? Alors du coup, oui, mon école, elle était payante. J'ai payé sur les 3 ans, c'était entre 5 et 7 000 euros l'année. Ok. En plus de ça, donc j'ai fait un prêt étudiant. Et en plus de ça, dans mon prêt étudiant, j'avais mes loyers. Ok. Et donc en fait, là, moi, aujourd'hui, je sors des études, j'ai un peu plus de 30 000 euros à rembourser. Et c'est énorme. Ok. Donc, dans la logique, on se dit que bah, on investit autant d'argent pour après en retour avoir un bon salaire. Normalement, ouais. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Ok. Parce que en vrai, il faut bien commencer quelque part. Moi, le salaire que j'ai aujourd'hui, il me convient parce que je sais pas, pour moi, c'est pas logique, mais en soi, ça s'entend qu'il faut commencer en bas de l'échelle et qu'il faut avoir le SMIC, quoi. Mais c'est vrai que dans nos écoles, on nous disait bah, vous sortez, vous avez au moins 2000, 2500, 3000 euros par mois. Donc on se dit, bon, le prêt étudiant, ça va. Ça va être remboursé. Sauf qu'en fait, il faut être ultra vigilant là-dessus et voir déjà les offres d'emploi qu'il y a par rapport au domaine dans lequel vous êtes avant d'investir autant d'argent, en fait. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai investi de l'argent, je fais même pas le métier pour lequel j'étais formée. Je me dis pas que ça sert à rien parce que toute expérience est bonne à prendre et j'ai appris énormément de choses, j'ai rencontré plein de gens, mais c'est vrai que... Publicité mensongère. Non, mais c'est un peu ça en fait, c'est juste qu'il faut pas non plus écouter tout ce qu'on vous dit et qu'il faut se faire son propre avis, faire ses propres recherches et pas attendre que ça tombe tout cru et dans le bec et puis aussi bah ouais. Mais après, est-ce que le problème aussi, c'est pas les sites qui affichent souvent les salaires? Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu vas dans un métier, la moyenne, ça va être 2000, 2005. Mais dans la réalité, c'est très souvent pas le cas. C'est moins de 2000. Donc, exactement. Finalement, est-ce que c'est pas mensongeux de la part de... Après, encore une fois, tout dépend de ton niveau d'expérience, du métier, du lieu, de l'endroit, encore une fois, qui va influer sur, au final, le salaire que tu vas avoir. Mais est-ce que c'est pas aussi du fait de ces sites-là, mais aussi de l'école? Parce que l'école aussi devrait donner les vraies infos et présenter les choses de manière réelle. Parce qu'au final, c'est hyper théorique, les salaires. Mais c'est ça, et en plus de ça, il y a aussi, je pense, le fait... Enfin, même moi, quand j'en parlais avec mes profs, en fait, mes profs, ils ont déjà beaucoup d'années d'expérience, ils ont, encore une fois, déjà leur réseau. Ouais. Et forcément, ils gagnent bien leur vie, mais en fait, quand on démarre et qu'on n'a rien, on peut pas faire ces salaires-là. Et il y a beaucoup de gens qui vont... Et puis, il y a aussi beaucoup de gens qui sont déconnectés de la réalité, dans le sens où ils vont dans des études et ils se disent « Ouais, moi, je vais travailler pour des labels, je vais travailler pour faire des pochettes d'albums pour des rappeurs et tout. » Mais en fait, ça, c'est quoi? C'est 0,01% des graphistes. Ok. C'est ça aussi, en fait. Les gens, ils sont même pas au courant des métiers qui peuvent faire, en fait. Mais ça, est-ce que tu penses que c'est de la faute de l'école ou c'est de la faute de la personne qui recherche
On peut pas dire que c'est la faute de l'école parce que l'école va pas dire qu'on va travailler pour des festivals, pour des grands noms, etc. Je pense que c'est vraiment un investissement personnel à avoir et il faut être curieux en fait, c'est hyper important. Ok. Et selon toi, enfin, si tu devais parler de ta rémunération aujourd'hui ou alors des missions que tu as ou que tu as eues peut-être, est-ce que sur 20, quelle est la note que toi tu donnerais, par exemple, au métier que tu fais aujourd'hui, par exemple? C'est quand même assez nuancé parce que je me sens très bien dans mon travail et je suis très heureuse de faire ce que je fais. Donc ça, là-dessus, je suis épanouie, donc il n'y a pas de problème. Après, les missions qu'on me donne, elles ne sont pas vraiment réalistes par rapport à la réalité du métier parce que je suis en formation. Ok. Donc pour l'instant, ce que je fais, ça me passionne pas non plus à 100%. Ok. Mais j'ai hâte de passer à l'étape supérieure et d'avoir la réalité du métier. Et la rémunération, comme je le disais, faut bien commencer quelque part. Ouais. Mais il y a aussi le fait d'être payé à la com. Et que je suis bien consciente que tant que je vends pas, je peux pas gagner plus. Et vu que là, je suis encore en formation. Ouais. Donc je pense qu'en globalité, je vais donner un 13 ou un 14. Ok. Quand même, parce que je suis malgré. quand même épanouie et je viens pas en pleurant au travail tous les jours. Ouais, ok. Donc, voilà. Ok, bah c'est bien 14 je trouve. Moi mon enfant il a 14 points, je trouve. C'est une bonne note. Et est-ce que toi, tu aurais des conseils? Je suppose que tu as une jeune Clémentine qui vient d'avoir son bac. Qu'est-ce que tu lui dirais comme conseil par rapport à une stratégie ou une planification de carrière? Le premier truc qui me vient, c'est que je lui dirais de pas aller dans l'école dans laquelle je suis allée. Non, c'est vrai, à ce point? Déjà, ouais, vraiment. Catastrophe alors. C'était pas une catastrophe, c'est juste que j'ai payé cher pour au final... moi j'ai choisi de pas aller en master, mais quand je vois les gens autour de moi qui sont allés en master, au final leur diplôme n'a même pas été validé par le master parce que... je me serais donné comme conseil, va dans une école où les diplômes sont certifiés par l'État. Ok. Et reconnus par l'État. Parce qu'en fait, au début, moi, je pensais pas que c'était si important, et en fait, si. Ok. Mais sinon, je regrette pas du tout le parcours que j'ai fait, et je regrette pas non plus l'argent que j'ai mis dans mon parcours. Mais à refaire, tu referais pas? Je le referais dans la même ville, mais juste pas dans la même école. Mais parce qu'il y avait des possibilités de... Oui, mais il y a 4 ou 5 écoles de design à Rennes. Mais pourquoi tu as fait le choix d'aller... Ah ok, d'accord. Tu pensais que ça allait te garantir plus d'opportunités et plus de possibilités à la suite. En fait, l'école dans laquelle je suis allée, je connaissais des gens qui y étaient déjà. Ouais. Et elle était un peu moins chère que les autres. Ok. Et aujourd'hui, je regrette parce que je pense que je serais allée sûrement à l'ISA ou à l'ESDAC, mais c'est 10 000 € l'année. Ok. Donc il y a quand même un step entre 7 et 10. Et voilà, je pense que j'aurais juste changé ça parce que sinon, moi j'ai toujours été poussée par l'envie et la passion, j'ai toujours été poussée par mon cœur. Donc moi je suis heureuse d'avoir fait ce que j'ai fait et je regrette pas, je regrette rien. De toute façon, il ne faut pas regretter. Dans tous les cas, ce n'est que bénéfique parce que c'est de l'apprentissage derrière. Ça. Au moins, tu sais que tu pourras donner, encore une fois, les gens qui nous suivent pourront bénéficier de ces conseils-là. Le fait de bien se renseigner sur les débouchés. Avant même d'intégrer l'école. Avant même d'intégrer l'école. Et toi, ça se voit que tu as une personnalité, enfin, je ne sais pas si je dirais introvertie. Est-ce que tu... Enfin, tu n'es pas introverti, mais est-ce que tu penses qu'une personne, par exemple, introvertie, arriverait à facilement s'intégrer dans une entreprise où c'est simple pour une personne introvertie de développer son réseau et sa recherche? Je pense que déjà d'une, ça dépend des métiers. Ok. Parce que quelqu'un d'introverti peut être hyper bénéfique pour, je sais pas moi, travailler avec des enfants, travailler dans des bureaux, je sais pas. Alors que une personnalité extravertie comme moi, par exemple,
va peut-être avoir plus un profil pour parler avec les gens, pour être dans le commerce, etc. Donc je pense que c'est pas un frein d'être introverti, pas du tout. Mais que par contre, dans la démarche pour aller chercher un stage, une alternance, un emploi ou quoi que ce soit, faut quand même essayer de mettre ça de côté, même si je sais que c'est dur, mais qu'en fait, il faut pas avoir peur de faire des erreurs et il faut pas avoir peur d'oser. Et en fait, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, et ben c'est pas grave en fait. Il faut apprendre de ses erreurs et je pense que être introverti, c'est pas un frein. Ok. En plus, d'autant plus que, par exemple, pour une personne qui va être introvertie, souvent on met en avant des personnes qui parlent, qui communiquent. Ça veut dire que par exemple sur un projet, c'est la personne qui va le plus se mettre en avant ou qui va le plus communiquer sur le projet ou sur les réalisations qui ont été faites, qui va être mise en avant. Et du coup, est-ce que par exemple pour la personne qui va être introvertie, ce ne sera pas problématique de ne pas pouvoir se mettre en avant suffisamment ou mettre en avant suffisamment les éléments qu'elle aura accomplis du fait que finalement les personnes qui sont au-dessus, les N+1, vont regarder on dit la personne qui parle le plus. Je pense que tout le monde a la capacité de se mettre en avant, que ce soit quelqu'un d'introverti ou extraverti, parce que en fait, il y a plein de façons de se faire remarquer et d'impressionner les gens aussi. Parce que par exemple, on met deux personnes côte à côte qui sont complètement différentes. La personne qui est extravertie, elle va parler. Mais en fait, si ça se trouve, son projet, il va être beaucoup moins bien que la personne introvertie qui va se faire remarquer par son talent et son projet, par exemple. Et je pense qu'il faut juste se connaître, avoir confiance en soi. Et à partir de ce moment-là, tout est plus facile. Et travailler ses points forts. Et mettre en avant ses points forts. Même si c'est pas forcément le dire, en fait, c'est le montrer aussi. Et puis ça dépend aussi des gens qu'on a en face de nous. Il y a des employeurs qui vont préférer avoir quelqu'un de plutôt calme, posé, plutôt que quelqu'un qui parle et qui en dit long, quoi. Exactement. Ne pas Mettre forcément se travestir, mais en tout cas utiliser ses qualités de manière à mieux développer ce qu'il y a besoin de développer par rapport au métier qui sera le sien. On revient juste par rapport aux entreprises. Ouais. Tu sais, maintenant, certaines entreprises ou certains recruteurs vont utiliser l'intelligence artificielle pour filtrer et trier des CV. Est-ce que pour toi, dans un premier temps, c'est quelque chose de bien? Et est-ce que tu ne penses pas que certaines entreprises pourraient l'utiliser différemment que par le biais du filtre? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus parce que c'est nuancé. Il y a plein d'entreprises qui n'utilisent pas l'IA et il y en a plein qui l'utilisent aussi. Et moi, j'ai vu une info passer dernièrement de quelqu'un qui parlait des CV types qu'on fait aujourd'hui. Donc typiquement le CV qu'on fait sur Canva avec des couleurs, sa photo, ses petites pointes de compétences, tout ça. Sauf qu'en fait la personne que j'ai vue disait que ces CV-là en fait ils marchent pas pour les recruteurs qui utilisent l'IA en fait pour traiter les CV. Parce qu'en fait eux ils vont traiter par mots-clés et que ce style-là de CV ne va pas en fait avec ce système de mots-clés. Et qu'il faudrait mieux faire un CV vraiment rédigé, sans photo, en noir et blanc, classique. Moi j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est pas du tout ce qu'on donne comme conseil. Exactement, c'est une approche qui est vraiment... mais je trouve que c'est à prendre avec beaucoup de précautions et je pense que ça revient aussi sur... Enfin je reparle encore de ça, mais il faut connaître sa cible parfaitement. Je pense que pour se mettre en avant, il faut... moi, c'est ce qu'on m'a appris aussi pendant mes cours. Il faut montrer ce qu'on peut apporter à l'entreprise. Et ça va avec le fait de connaître l'entreprise qu'on veut intégrer, etc. Et à ce moment-là, de savoir est-ce que c'est traité par IA, est-ce que c'est traité autrement. Et oui, par contre, par rapport à la réponse, quand on n'est pas sélectionné, par exemple... Ce serait bien d'avoir un système pour expliquer pourquoi. Et pas juste non. Au revoir. Exactement.
Parce que comment on fait pour travailler après ses défauts et comprendre ce qui va pas sur le CV en fait. Exactement, je suis totalement d'accord avec toi. Et le point que je voulais souligner en plus par rapport à ce que tu disais, c'est le fait que, encore une fois, une stratégie de recherche, et il faut l'adapter par rapport à la taille de l'entreprise. Une entreprise dans laquelle il y a un gérant ne sera pas géré de la même façon. Il y a qu'uniquement un gérant, par exemple, ne sera pas géré de la même façon qu'une grande entreprise dans laquelle vous allez avoir différents pôles, RH, formation, compta, tous ces différents pôles. Donc, en fonction de ça, on recherche aussi la culture d'entreprise. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les biais de confirmation. Tu as un entretien, forcément, le recruteur, si tu lui parles de la culture dans son entreprise, il va être plus enclin à te sélectionner qu'une autre personne qui n'a aucune info par rapport à l'entreprise. Ouais, il faut s'intéresser à ce qu'on veut. S'intéresser à l'entreprise et à ce qu'ils font, même encore une fois se déplacer et voir, faire le tour du magasin, voir Ça va avec. exactement avec l'ensemble. Tu dirais quoi par exemple à une personne? Est-ce que tu lui dirais de faire un parcours en alternance ou un parcours en formation initiale? Alors par rapport à ça, j'ai eu les deux sons de cloche. Ok. L'alternance va permettre d'être rémunéré, déjà, donc ça c'est bien. Surtout quand on paye 30 000 euros un bachelor avant. L'alternance permet de ne pas payer l'école, parce que c'est l'entreprise qui... Enfin, c'est ce que je crois. Hein. Bien sûr, c'est l'entreprise qui Je paye sais pas les si frais. ça marche toujours pareil, mais partout. Mais moi, en tout cas, dans mon domaine, c'est comme ça. Ouais. Mais l'entreprise va payer du coup la formation et en plus de ça, vous êtes payé avec votre alternance. Donc, vu comme ça, on se dit c'est génial. En plus, ça vous donne de l'expérience. Sur le papier, c'est super l'alternance. Sauf que la réalité, c'est que déjà pour trouver une alternance, c'est difficile. Très compliqué. Déjà d'une. En plus de ça, moi, on m'a beaucoup dit que l'alternance n'était pas considérée comme une expérience. Exactement, c'est pas une... Effectivement, c'est pas une expérience. C'est pas une expérience. Non, On pas ne peut du pas tout. dire qu'on a 2 ans d'expérience parce qu'on a fait 2 ans d'alternance. C'est pas vrai. Enfin, moi je me suis avancé, peut-être je suis une chèvre et j'ai pas compris ce qu'elle disait. Mais c'est plutôt le contraire, je pense. C'est-à-dire Ah ouais? que toi, tes années stage, à chaque fois que tu fais un stage, que ce soit 3 mois, 6 mois, peu importe, c'est pas comptabilisé comme année d'expérience, mais l'alternance, si par exemple je fais un parcours en alternance pendant 3 ans, c'est 3 années d'expérience qui sont comptabilisées pour la personne qui aura fait l'alternance. Mais pour la personne qui aura fait un stage, la période de stage n'est pas comptabilisée comme des années d'expérience. Ah, moi, c'est... Enfin, tu vois, c'est pour ça que je disais, je pense que c'est pas pareil dans tous les domaines. Ouais. Mais bien évidemment que on acquiert de l'expérience. On acquérit. On acquiert. On acquiert de l'expérience en allant en alternance parce que forcément, on a un regard complètement différent parce que c'est plus des cours, c'est des vrais projets avec des vrais interlocuteurs, avec des vraies difficultés. Et donc forcément, c'est formateur. Mais moi, en tout cas, dans mon domaine, à chaque fois, on me disait, mais même si tu as fait 2 ans d'alternance, ça compte pas comme une vraie expérience, comme un emploi, en fait. Ouais. Ce que je trouve ultra dommage, parce qu'en vrai, ça peut être compté comme une expérience. En fait. Bien sûr. Mais par contre, du coup, ce que je voulais dire par rapport à la formation initiale, faire de l'initiale, tout le monde... Enfin, moi, en tout cas, on m'a toujours conseillé de ne pas faire d'alternance et de faire la formation initiale. Okay. Pourquoi? Parce qu'en fait, les cours vont être les mêmes, que ce soit quand on est en alternance ou en initiale. Sauf qu'en fait, il faut travailler tous ces cours, rendre tous ces projets, avoir du temps pour ça. Et en plus de ça, avoir du temps pour les projets d'alternance, avoir du temps pour aller à l'alternance, etc. Et je pense que si on a les moyens, c'est mieux de faire une formation en initiale parce qu'en fait, on est plus focus sur les études. Et l'alternance, c'est dur à gérer, en tout cas dans le domaine du graphisme. Okay. C'est les retours que j'ai eus, parce que j'ai pas fait d'alternance et j'ai pas fait de master. Je peux pas savoir. Ok. En tous les cas, merci pour ça. Et selon toi, très souvent, on parle de salariat. Tu termines tes études, tu rentres directement dans une entreprise, tu fais tout ce qu'il faut en termes de démarches pour intégrer une entreprise. Est-ce que d'après toi, il n'y a pas un problème dans l'orientation des profs
sur les carrières à avoir, est-ce qu'un jeune qui sort d'études est destiné ou voué uniquement à travailler pour une entreprise? Est-ce qu'il ne pourrait pas créer son entreprise? Et le second volet, c'est est-ce que tu ne penses pas qu'on devrait accentuer des cours sur création d'entreprise, gérer une entreprise, gérer son budget pour une entreprise, ce genre de choses-là? Est-ce qu'il y a suffisamment? Est-ce que toi, ça a été ton cas pour ton entreprise ou pour ton parcours? Et est-ce que tu penses qu'il faudrait un peu plus accentuer ce genre de choses? Alors je pense que déjà le système scolaire français a beaucoup de failles. Comme tous les systèmes, hein, encore une fois, Voilà, mais l'idée mais c'est d'améliorer le et système scolaire, d'avoir un max de retour. je pense que le système scolaire nous pousse à être un peu des moutons, entre guillemets, à devenir fonctionnaires, à avoir des salaires classiques. Et je parle vraiment du collège et du lycée, hein. Ok. Et la création de Parcoursup, c'est hyper difficile pour tous les étudiants. Et en fait, j'ai l'impression qu'on nous met que des freins et qu'on nous explique pas ce que c'est la vraie vie. Et donc déjà, je pense qu'il y a ça d'une part. Et d'une autre part, parce que là, en fait, je pars un peu sur de la politique, c'est pas bien. Ok. Après, tu dis ce que tu veux dire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, je pense que la France n'aime pas les entrepreneurs. Parce que ils sont hyper taxés, surtout, que ce soit sur leurs revenus, que ce soit sur leurs charges patronales, que ce soit sur plein de choses, ce qui fait que en fait, je pense que la France ne veut pas former des gens qui vont fuir le pays. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. C'est pas abouti ce que je dis, mais c'est ce que je pense. Mais il y a aussi le fait que, moi là encore par rapport au graphisme, on m'a déconseillé de me mettre en freelance tout de suite. Ok. Parce que être tout de suite patron, en fait, on loupe... On n'a pas assez de recul. Ouais, on loupe des occasions et des choses qu'on aurait pu apprendre en entreprise. Aussi des formations qui sont faites au sein de l'entreprise, qui sont gratuites, alors que quand on est en freelance, il faut toutes les payer. Ok. Par exemple, tu vois. Et puis, franchement, je sais pas, je pense qu'il vaut mieux avoir un peu de bagages et connaître le monde professionnel avant de se lancer dans l'entrepreneuriat directement après les études. Mais c'est vrai que par contre, il y a un manque d'apprentissage et de contenu sur la vraie vie, les impôts, comment remplir ses feuilles de... Je sais pas moi... Niveau administratif, voilà. Ses fiches d'impôts, ça, en fait, quand on a ses parents, c'est bien. Mais quand on n'a pas forcément le soutien ou l'aide de son entourage, et ça peut être hyper compliqué en fait. Et ça, on n'en parle pas non plus de toutes les taxes, de tout ce qu'on... Même lire une fiche de paye en fait. Tout simplement. C'est la vraie vie, ça. C'est la vraie vie. Et effectivement, tout le monde y sera confronté. Exactement. Donc pourquoi le mettre pas tout de suite dans l'éducation en fait et le système scolaire, tout simplement. En tout cas, ça reste un point d'amélioration. Et effectivement, tout ce dont tu parles, c'est une réalité. Le fait qu'on n'est pas préparé. Tout le monde n'a pas, encore une fois, le même entourage. Tu n'auras pas forcément une personne qui sera à tes côtés pour t'aiguiller sur comment remplir tes impôts. Comment tu lis effectivement ta fiche de paye, même en termes de négociation. Donc, finalement, il manque cet appui-là. Et c'est la raison pour laquelle on cherche à créer un réseau. J'espère qu'il y aura des personnes du coup qui vont avoir cette expertise-là et qui permettra peut-être à d'autres personnes de les guider et de bénéficier. Je pense même qu'il y a des applications qui sont dans ce sens-là. Je ne sais pas encore, je n'ai pas envie de m'avancer, mais je pense qu'il y a ce type d'application. Mais encore une fois, le plus important, c'est avoir l'info. Souvent, ceux qui gagnent sont ceux qui ont l'info. Donc, c'est hyper important d'avoir l'info. Je vais te demander du coup... pour toi, un jeune diplômé aujourd'hui qui doit intégrer une entreprise, quelles seraient les difficultés qu'il aurait à rencontrer dès ses premières semaines, ses premiers mois de parcours, d'après toi? Si ça a été ton cas, par exemple.
D'après moi, je pense que, comme on le disait tout à l'heure, par rapport à l'expérience et à l'âge, Mm. je pense qu'il y a beaucoup de discrimination autour de l'âge, en fait, rien que ça, et qui touche vraiment tout le monde. Euh, Après, Et toi, est-ce que tu as mis en place une stratégie pour éviter ça? Ou comment tu fais pour t'intégrer, par exemple, à une équipe dans laquelle tu sais pertinemment qu'on va te juger par rapport à ça? Tu es une jeune, forcément. Des gens vont avoir des a priori sur ta jeunesse et sur le fait que peut-être ils vont douter de ta maturité, des compétences que tu vas avoir. Comment tu fais pour éviter ce genre de choses et être quand même pertinente, que ce soit dans tes prises de parole, que ce soit dans ce que tu vas faire, démontrer que certes, je suis jeune, mais je suis quand même compétente. je pense qu'il y a beaucoup de choses qui jouent sur la maturité aussi, parce que les expériences qu'on a vécues avant nous rendent plus matures, l'éducation qu'on a eue aussi. Il y a plein de choses qui jouent, mais je pense que, comme je disais tout à l'heure, il faut se connaître, il faut mettre en avant ses qualités. Et comme on le disait, il faut être un caméléon en fait. Il faut réussir à s'adapter et il faut bien évidemment respecter les gens. Et moi, je sais que je pense qu'il y a le plus dur, c'est que j'arrive dans une équipe où tout le monde s'entend super bien et c'est génial et ça donne envie. Sauf que il faut faire attention à pas être trop à l'aise et à rester à sa place. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à appliquer, parce que après, ça dépend en fait de toutes les Ça dépend de personnalités, l'entreprise. ça dépend de l'entreprise, ça dépend de plein de choses. Mais oui, il faut faire preuve de respect et de maturité. Mais tout à l'heure, tu parlais de. Est-ce que ça veut dire quoi rester à sa place pour un jeune diplômé ou pour quelqu'un qui rentre dans une entreprise? Est-ce qu'il doit savoir, encore une fois, que il y a des choses qui vont être informelles? C'est pour ça qu'on parlait de méconnaissance tout à l'heure de la part des jeunes diplômés. Il y a des éléments qui vont pas être. On va pas te dire par exemple que, écoute, niveau hiérarchique, telle personne c'est ton plus 1, telle personne c'est faux. Donc ça, comment tu fais pour savoir que faut que comme tu parlais tout à l'heure de caméléon, que je m'adapte en fonction de mon arrivée. Je ne sois pas forcément trop dans la volonté de démontrer des choses, mais avoir un peu d'attitude de retrait de temps en temps, mais en même temps, je montre quand même que je suis là, je prends des initiatives. Est-ce que toi, par exemple, Je pense qu'il faut savoir se rendre disponible. ok, Je pense que il faut proposer son aide, proposer, ouais, se rendre se disponible en tout cas. rendre disponible avec ses collègues. Je pense que c'est aussi important de pas trop, comment dire, s'investir dans le plan personnel. Si par exemple deux personnes parlent de choses personnelles, mais ces gens-là ils se connaissent depuis 5 ans, bah forcément toi t'as pas ton mot à dire parce que tu les connais depuis un mois, par exemple. Ou alors dire C'est ça avec. que je veux dire, Ok. en restant à sa place. C'est parler quand c'est judicieux ou quand on te demande ton avis, mais pas Tout de suite pas tout de vouloir suite être la personne qui vouloir parle trop. prouver Ouais. Et ça c'est vrai que c'est mon défaut. Je l'avoue. C'est vrai. Mais au moins je sais que je suis consciente. Je suis consciente. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais en tout cas, je pense, je suis du même avis qu'elle, dans la mesure, encore une fois, que toutes les personnes qui sont en face de vous ne vont pas tout vous dire. Ça veut dire que tu viens d'arriver dans une entreprise, tu veux, bien évidemment, tu es animé de bonne volonté. Mais encore une fois, il faut savoir analyser les personnes avec lesquelles tu vas être. Et Faut pas pas se tout de suite. comporter pareil avec tout le monde. Exactement, adapter en fonction de telle personne, analyser la personnalité, ne pas être trop dans l'initiative exagérée, exacerbée. Est-ce que toi, tu as des red flags sur des entreprises, par exemple? Est-ce que tu dirais, par exemple, non à une proposition d'embauche? Est-ce qu'il y a des Pour quelque entreprises, chose ouais, en pour une entreprise, particulier? un secteur qui te dit j'ai envie de t'embaucher, j'ai envie de te prendre, par exemple, dans mon équipe, et tu dis non à une entreprise? Et quels sont les red flags que tu dirais, par exemple, à un jeune aujourd'hui que ce type d'entreprise-là n'y va pas ou vas-y, par exemple? J'avoue, j'ai jamais pensé à ça. Parce que j'ai jamais été confrontée à des situations où je me suis dit oula, là-dedans j'y vais pas. Et puis je pense que c'est dur de juger sans connaître vraiment les gens
dans l'entreprise. Et je sais pas, après il y a regarder la réputation de ces entreprises-là, regarder comment ils Il y a travaillent. des avis. Par exemple, travailler chez Cuisinella, c'est travailler pour du produit français. C'est des bonnes valeurs. Après, travailler pour des gens qui importent, pour des gens qui, je sais pas, qui traitent mal leurs employés, ou je sais pas, mais ça en fait, est-ce qu'on peut vraiment le savoir à l'avance? Est-ce que c'est pas aussi en rapport avec ses propres convictions et ses propres principes? Je pense que tout le monde n'a pas les mêmes limites. On parlait tout à l'heure, par exemple, de savoir se tenir ou se comporter, par exemple, quand on est un jeune qui rentre dans une entreprise. Est-ce que le fait, par exemple, qu'une entreprise te demande de venir hors de tes heures de travail, est-ce que c'est pas un élément, par exemple, qui peut te faire te remettre en question, mais en tout cas remettre en question l'entreprise, par exemple, ce genre de choses-là? Bah, c'est vrai que pour moi, les heures supplémentaires devraient être payées. Ouais, après c'était un exemple, hein, mais je veux dire de manière générale. Mais oui, Est-ce qu'il y a des éléments comme ça qui font en sorte qu'une personne doit être plus attentive sur le fait de dire oui à une entreprise ou non, par exemple? Franchement, je saurais pas répondre à ta question, à part bien, bah, en fait, s'intéresser à l'entreprise, essayer d'avoir le plus d'informations possible et après de faire son choix. Parce que même enfin, en fait, chacun a ses limites, quoi. Et si on est prêt à faire des heures sans être payé, si on est prêt à travailler chez soi, et ben tant mieux, mais il y a des gens qui ça peut convenir, des gens qui ça peut pas convenir. Après, faut bien lire son contrat aussi, quoi. C'est clair. Même Avant ça de aussi, signer. pareil, c'est un autre élément Ouais. à prendre en compte. Du coup, on arrive à peu près au terme de notre entretien. Est-ce que tu aurais un dernier mot de fin, un tips, un dernier conseil, par exemple, à donner à un jeune diplômé, ou alors un autre élément qu'on n'aurait pas abordé peut-être par rapport à ton parcours à toi, que tu aurais souhaité, par exemple, mettre en avant? Je repense à quelque chose, c'est qu'on Ouais. n'a pas parlé du permis, de la mobilité, Ouais, tout ça. effectivement. Ouais. Et ça, j'ai l'impression que c'est très sectaire. Soit les gens qui sont en ville vont dire ouais non, moi je passe pas le permis, ça sert à rien, il y a les transports, tout ça. Et il y a les gens qui vont être plus dans la campagne, qui vont être obligés de passer le permis. Et sans quoi ils pourraient rien faire en fait. Et je pense que c'est ultra important d'avoir le permis. Ouais. Peu importe D'accord où avec on toi, est. exactement. Ouais. Peu importe où on est, parce qu'on sait jamais où on peut arriver. Tout à fait. Et la formation du permis, elle est longue, elle est contraignante, elle prend du temps sur les journées. Et je pense qu'il faut le faire vraiment le plus tôt possible. Parce que, en fait, quand on est au lycée, on a le temps. Quand on est en études sup ou quand on est après employé, on n'a pas le temps, en fait, Exactement. de faire ça. Et même, ça te limite le fait de ne pas avoir de permis. Ouais. Parce que souvent, les entreprises ne vont pas forcément être à côté de toi. Et souvent, les critères de sélection d'un candidat ou non, ça va être le fait d'avoir le permis. Donc, oui, ça, c'est souvent. des éléments qu'il faut dire, par exemple, à une personne qui est en pleine formation encore, parce qu'il a encore un peu plus de temps. Parce qu'au final, quand il va devoir chercher une entreprise, très souvent, les entreprises vont être éloignées, ne seront pas à côté. Et ce sera beaucoup plus simple pour la personne qui aura son permis, malheureusement, à la fin. Et ce sera un élément plus compétitif par rapport à une autre personne qui aura pas. Donc c'est un atout supplémentaire et je suis d'accord avec toi par rapport à ce sujet-là. Ça, c'est vraiment important. Et puis sinon, et oui, pour clôturer tout ça, je dirais que peu importe sa personnalité, il faut se connaître. Il faut réussir à trouver ses défauts, ses qualités, travailler, les mettre en avant. Il faut jamais perdre sa motivation, il faut jamais perdre espoir. Et de pas se braquer pour un refus en fait. Et qu'il faut être déterminé et aussi vraiment s'intéresser à plein de choses. Parce que même quand on est dans notre milieu scolaire, tout ça, on va être confronté à des gens qui aiment un peu la même chose que nous et qui, on va dire, qui ont les mêmes intérêts. Ouais. Alors qu'en fait, quand on se retrouve face à des adultes, à des gens, il faut aussi avoir la capacité de trouver des points communs avec eux. Et je pense que c'est connaître plein de choses
ça donne aussi plus d'aisance pour justement aller vers quelqu'un d'extraverti aussi, tu vois. Exactement. Tu comprends ce que je veux Ouais, dire? je vois totalement. Parce que si on reste renfermé sur soi-même et qu'en plus on n'essaye pas de chercher plein de connaissances, et ben en fait on va même pas pouvoir parler avec les gens parce qu'on n'aura même pas De matière. en fait. Exactement. Et je viens de repenser à quelque chose aussi Ouais. par rapport à la façon de s'habiller Mm. et sa façon d'être. Ok. Parce que ça, dans mon école aussi, j'ai eu le meilleur exemple. Et on va me taper dessus parce qu'on va me dire C'est que vrai. je juge les gens. Mais Vas-y, juge. en réalité, moi dans ma classe, j'avais plein de gens avec les cheveux verts, avec les cheveux roses, Ok. avec plein de tatouages, Ouais. qui s'habillaient en chaussons et en pyjama pour arriver à l'école, ok. en peignoir et tout. Ouais. Parce que bon, on connaît, Ça c'est les écoles d'art correspond quoi. exactement. Mais en fait, nous on a un de notre prof qui nous a dit, lui il a, pour vous dire, il a les bras, mais il est rempli de tatouages. Ok. Lui-même. Mm. On les a jamais vus ces tatouages. C'est vrai. Parce que il avait toujours une chemise. Ok. Et il a dit, avant, quand j'étais jeune et que j'allais passer des entretiens, j'étais tout le temps en train de dire ouais mais ouais j'ai des tatouages et bah ça fait partie de ma personnalité, machin. Sauf qu'en fait, à partir du moment où il a commencé à cacher ses tatouages, il a eu tous les postes qu'il voulait. Ok. Et je trouve que c'est hyper controversé de parler de ça, mais parce que tout le monde maintenant prône la différence, prône qu'on emploie une personne pour Ce qu'elle est. ce qu'elle peut donner et pas son image. Mais en réalité, je pense que c'est super important de Ouais, bien sûr. savoir être propre sur soi. Même je dis ça, hein, j'ai des tatouages aussi. Hein. Mais ils sont pas visibles. Mais en fait, quand on est dans un milieu professionnel, on peut pas se permettre d'avoir les cheveux roses et les cheveux bleus. Et, enfin, en vrai. Après, encore une Ça fois. dépend du milieu, encore une fois. Exactement, ça dépend du milieu et ça dépend de l'entreprise dans laquelle tu vas aller. Et aussi le fait d'être en accord avec le politiquement correct. Il y a ce qu'on va vous dire et ce qu'on va pas vous dire. L'exemple qu'elle prenait par rapport à son prof, je suppose qu'il y a personne qui est jamais venu qui est venu lui dire que le fait d'avoir des tatouages, ça va être un frein à ton évolution. Ça va jamais être dit. Donc souvent, les entreprises ou alors des personnes qui sont au-dessus vont faire les choses de manière subtile. Donc quand vous faites des choix ou vous prenez des décisions, que ce soit par rapport à par rapport au tatouage, il faut le faire en connaissance de cause, en sachant que ça va induire forcément un comportement, une attitude de la part de d'autres personnes en face de vous. Oui. C'est la raison pour laquelle il faut être prêt à accepter que peut-être, encore une fois, on ne va pas être recruté, on ne va pas être promu. C'est un choix. Que ce soit bien ou pas bien, c'est le game. C'est pas nous qui faisons la réalité des en choses. fait, c'est ça, c'est que même nous, notre génération aujourd'hui, va justement en prôner la différence, etc., comme je disais tout à l'heure. Mais en fait, les gens qui vont être en face de vous pendant l'entretien, c'est pas des gens qui ont été élevés dans ce truc-là aussi, en fait. Parce qu'en général, on sait très bien que les gérants sont souvent plus âgés que les personnes. Que les jeunes, en tout cas, qui veulent intégrer le travail. Et je pense que c'est important de savoir se présenter, de savoir être propre sur soi et se valoriser. Et oser. Toujours aller au culot. C'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Moi, ce que j'aurais retenu de ce que tu as dit tout au long de l'entretien, c'est le fait de vraiment aller au culot. Et je pense que ça t'a apporté beaucoup de choses en plus. Ça peut ne pas être forcément en accord par rapport à votre personnalité, mais je pense que c'est un point qui est très important et très pertinent par rapport à la réalité des choses de nos jours. Ouais, le fait d'aller au culot, vraiment. Rien ne vous sera donné, hein. Encore une fois, il n'y a rien qui est donné et qui est gratuit, c'est parce que vous allez chercher l'info. Mais l'idée aussi, au travers de ce qu'ils se conseillent, c'est de créer un réseau, permettre à des personnes, entre guillemets, de se connecter, permettre à des personnes de découvrir des compétences différentes, des expériences différentes, des conseils différents. Et on arrive du coup à la question de toi, est-ce que tu penses déjà que le fait de créer un réseau ou ce type de réseau-là, c'est pertinent? Et est-ce que toi,
tu serais d'avis d'intégrer du coup le réseau Skills Conseil? Pas du tout. Ben, moi, je trouve que c'est pertinent et je pense que j'aurais aimé avoir cet outil-là quand j'étais au lycée ou quoi que ce soit. Et ouais, avec plaisir. Vous avez vu, hein, Clémentine, graphiste, si jamais vous avez besoin d'une graphiste ou alors d'une cuisine, on ne sait jamais. Voilà, Elle est en mesure de je faire les suis, deux. je suis un agent double. Donc, je te remercie, on arrive au terme. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du coup de l'entretien. Je remercie encore une fois Clémentine d'avoir accepté de jouer le jeu et de donner tous ces conseils qu'elle a pu donner. Je pense que c'était hyper enrichissant. Et encore une fois, le mot de fin, le culot. Le culot. Voilà, cordialement, interview par balle. Et à la prochaine. Salut! Ciao.